Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va s'attaquer à une idée reçue qui a la peau dure. Très dure même. On a tous cette image en tête, non? Des métropoles bondées, des métros qui débordent, une planète qui craque sous le poids de 8 milliards d'humains. On nous répète depuis les années 70 que la bombe P, la bombe de la population, va tout faire sauter. Mais si je vous disais que le vrai danger, ce n'est pas le trop-plein, mais le vide. Aujourd'hui, on parle de l'hiver démographique. Et pour ça, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah. Et oui, tu as raison, c'est totalement contre-intuitif. Si tu regardes les journaux, on te parle de ressources limitées. Mais si tu regardes les données brutes, les courbes froides des démographes, on est face à un précipice. Elon Musk n'arrête pas de le tweeter. Il appelle ça le plus grand risque pour la civilisation, bien avant le climat ou l'intelligence artificielle. Et le pire, c'est que les chiffres lui donnent raison. C'est fort comme déclaration quand même. On a l'impression que la population continue de monter, non? On vient de passer les 8 milliards. C'est l'inertie, Sarah. C'est comme un paquebot qui coupe ses moteurs. Il continue d'avancer sur sa lancée pendant quelques kilomètres, mais il est déjà en train de s'arrêter. Le chiffre clé, celui qu'il faut graver dans son esprit, c'est 2,1. C'est le taux de remplacement. Une femme doit avoir en moyenne 2,1 enfants pour que la population reste stable. Si tu es au-dessus, ça grandit. Si tu es en dessous, ça rétrécit. Et aujourd'hui, la moitié de l'humanité vit dans un pays qui est sous ce seuil. D'accord, donc on ne fait plus assez de bébés pour remplacer ceux qui partent. Mais à quel point c'est grave? Je veux dire, on parle d'une baisse douce ou d'une chute libre? Ah non, là on parle de crash. Regarde la Corée du Sud, c'est le canari dans la mine. Leur taux de fécondité est tombé à 0,7. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine hors temps de guerre ou de peste noire. 0,7, ça veut dire que pour 100 grands-parents, tu auras environ 35 petits-enfants. C'est une division par 3 en 2 générations. Mathématiquement, à ce rythme-là, le peuple sud-coréen disparaît. C'est une extinction programmée. Attends, disparaître, carrément, c'est vertigineux dit comme ça. Mais on pourrait se dire, cyniquement, que c'est une bonne nouvelle pour la planète, non? Moins d'humains, moins de pollution, plus de place. Pourquoi est-ce que les économistes paniquent autant? C'est là qu'on entre dans la deuxième partie du problème, la fameuse pyramide inversée. Le problème, ce n'est pas le nombre absolu d'humains, c'est la structure de la pyramide des âges. Notre système économique mondial et surtout notre système social est bâti sur une hypothèse de croissance perpétuelle. C'est, disons les choses franchement, un système de Ponzi légal. Un système de Ponzi? Tu y vas fort là. Tu parles des retraites? Exactement. Le système par répartition, ça marche comment? Les travailleurs d'aujourd'hui paient pour les retraités d'aujourd'hui. Ça fonctionne super bien quand tu as 5 actifs pour un retraité. C'était le cas dans les années 60. Mais quand tu arrives à un ratio de 2 pour 1, ou pire, 1 pour 1, comme on va le voir bientôt en Europe et en Asie, l'équation devient impossible. Qui va payer? Donc concrètement, si je comprends bien, on va avoir une masse énorme de personnes âgées qui ont besoin de soins, de pensions et une toute petite base de jeunes pour supporter tout ça. Ça veut dire quoi pour l'économie réelle? Ça veut dire l'effondrement de la consommation et de l'innovation. Un retraité, ça ne consomme pas comme un jeune actif. Ça n'achète pas de maison, ça n'achète pas de voiture, ça n'investit pas dans des startups. Ça désépargne pour payer ses soins. Donc tu as une contraction de la demande. Et en parallèle, tu as une pénurie de main-d'œuvre massive. On le voit déjà. Les restaurants qui ferment faute de serveurs, les hôpitaux qui manquent d'infirmières. Ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel. Il n'y a tout simplement plus assez de bras. Et l'immobilier dans tout ça? Parce que pour beaucoup de gens, la maison, c'est le patrimoine, c'est la sécurité. C'est la bombe à retardement numéro 2. L'immobilier ne vaut quelque chose que s'il y a quelqu'un pour l'acheter. Regarde le Japon. Ils ont des millions de maisons abandonnées, les Akiya. On te les donne presque gratuitement dans certaines campagnes. Si la population baisse, la demande de logement s'effondre. Donc ton patrimoine, ta maison que tu pensais léguer ou vendre pour ta retraite, elle ne vaudra peut-être plus rien. C'est la déflation des actifs. Et ça, pour une économie basée sur la dette et l'immobilier, c'est mortel. C'est le scénario du Japon, la fameuse décennie perdue, mais appliquée au monde entier en fait. C'est ça. Le Japon a vieilli avant de devenir pauvre, ou plutôt il était déjà riche quand il a commencé à vieillir. Le drame, c'est que des pays comme la Chine ou la Thaïlande vieillissent à toute vitesse avant même de devenir riches. La Chine va perdre la moitié de sa population d'ici la fin du siècle selon certaines projections. Qui va fabriquer nos iPhones? Qui va acheter nos exportations? C'est un changement de paradigme total. On passe d'un monde d'abondance de main-d'œuvre à un monde de rareté absolue. C'est terrifiant. Mais passons aux causes, Thomas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'humanité, qui a passé des millénaires à vouloir se reproduire pour survivre, décide soudainement d'arrêter? Est-ce que c'est juste le coût de la vie? C'est multifactoriel, c'est ça qui est complexe. Il y a le coût, évidemment. Élever un enfant dans une ville moderne, ça coûte une fortune. Logement, études, garde. Avant, dans une société agraire, un enfant c'était un actif, des bras pour la ferme. Aujourd'hui, dans une société urbaine, un enfant c'est un passif financier, c'est une dette de luxe. C'est horrible dit comme ça, un passif financier. Mais c'est vrai. Et puis il y a l'urbanisation.
On s'entasse dans des cages à lapins en ville, on n'a pas la place pour 3 enfants. L'urbanisation est le meilleur contraceptif du monde. Dès que tu mets les gens dans des villes, la fécondité chute. Mais il y a aussi quelque chose de plus profond, de plus culturel. Une montée de l'individualisme, certes, on veut profiter de sa vie, voyager, faire carrière. Mais je pense qu'il y a aussi un pessimisme ambiant. L'éco-anxiété joue un rôle énorme chez les jeunes générations. Ah oui, le discours « Pourquoi mettre un enfant au monde sur une planète qui va brûler ?» je l'entends tout le temps autour de moi. Exactement. C'est là que le film « Les Fils de l'Homme, Children of Men » devient presque un documentaire. Dans le film, les femmes deviennent stériles biologiquement. Chez nous, c'est une stérilité sociale, volontaire. On a perdu la foi en l'avenir. Faire un enfant, c'est l'acte d'optimisme ultime. C'est dire « le futur vaudra la peine d'être vécu ». Si tu penses que le futur c'est Mad Max, tu ne fais pas d'enfant. C'est aussi simple que ça. Donc on a un mélange de contraintes économiques brutales et de dépression collective. C'est joyeux. Alors on fait quoi ? On arrive à la dernière partie de notre discussion, l'avenir. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'on doit juste accepter la fin ? Les gouvernements essayent tout. La Hongrie offre des exemptions d'impôts à vie si tu as 4 enfants. La Corée du Sud arrose les familles de cash. Ça ne marche pas, ou très peu. Une fois que la norme sociale a changé, que la vie sans enfants est devenue le modèle de réussite ou de confort, c'est très dur de revenir en arrière. Et l'immigration ? C'est souvent la solution brandie par les économistes en Occident. On fait venir des travailleurs. C'est une solution temporaire, Sarah. C'est un jeu à somme nulle. Si l'Allemagne pompe les jeunes médecins de Roumanie ou du Maghreb, elle aggrave le crash démographique de ces pays-là. Et puis, comme je te l'ai dit, le taux de fécondité baisse partout. Même en Afrique, la baisse est plus rapide que prévu. D'ici 2050 ou 2100, il n'y aura plus de réservoir de main-d'œuvre mondiale. Tout le monde sera en compétition pour attirer les rares jeunes qui restent. Donc on va se battre pour les jeunes comme on s'est battu pour le pétrole ? C'est fort probable. L'autre voie, c'est la technologie. Si on manque de bras, il faut des robots. L'automatisation et l'IA ne vont pas voler nos emplois. Elles vont devoir nous sauver, parce qu'il n'y aura personne pour faire le boulot. On va devoir automatiser l'agriculture, les soins aux personnes âgées, le transport. Et j'ai lu des trucs de science-fiction sur les utérus artificiels. Ectogénèse, c'est ça ? On en est là ? On en parle. C'est techniquement envisageable à moyen terme. Si les femmes refusent de porter les enfants parce que c'est trop contraignant pour leur carrière ou leur corps, est-ce que l'État va créer des usines à bébés ? Ça pose des questions éthiques monstrueuses. On frôle le meilleur des mondes de Huxley. Mais face à l'extinction d'une nation, certains gouvernements pourraient être tentés. Ça fait froid dans le dos. Mais si on ne va pas vers cette dystopie, ça veut dire qu'on doit accepter la décroissance ? On va subir une décroissance forcée, oui. Une économie qui rétrécit. Il faudra réinventer le capitalisme. Peut-être qu'on vivra mieux, avec moins de pression, moins de foule, des logements moins chers. Mais la transition va être violente. Imagine un monde où les villes rétrécissent, où l'on détruit des quartiers entiers pour en faire des parcs parce qu'il n'y a plus personne. C'est un retournement complet de l'histoire de l'humanité depuis la révolution industrielle. En fait, on doit apprendre à gérer le déclin avec élégance plutôt que de courir après une croissance fantôme. C'est le défi du siècle, gérer la fin de l'expansion. Apprendre à être heureux en étant moins nombreux et plus vieux. C'est un défi philosophique autant qu'économique. Mais une chose est sûre, le modèle des 50 dernières années est morte. Il faut se préparer à l'hiver. Sur cette note glaciale, mais nécessaire, merci Thomas. C'est un sujet qui donne le vertige, mais il vaut mieux regarder la réalité en face. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour décrypter un autre aspect de notre futur, si futur il y a. Salut. Salut Sarah, à bientôt.